L'attachement, c'est ce qui permet de surmonter le stress. Quand on a peur, quand on a mal, quand on a faim, froid ou la douleur. L'attachement, c'est uniquement dans ce contexte de stress que le système d'attachement s'allume. C'est cette sensibilité aux effets de la séparation qui a conduit John Bowlby à montrer ce besoin d'attachement. C'est difficile d'avoir quelqu'un qui dépend de vous. Et au fond, on va s'en occuper d'autant mieux qu'on s'est bien occupé de nous quand on était bébé. Au XIIIe siècle, Frédéric II, roi de Sicile, veut savoir quelle est la langue qui vient naturellement aux enfants en l'absence de toute stimulation pour le langage. La consigne est alors donnée aux nurses responsables d'un groupe d'enfants de ne jamais leur parler. Tous les enfants mourront. Bonjour Antoine Guédené. Bonsoir. Je tiens cette anecdote d'un de vos livres. Vous en avez publié de nombreux. Vous êtes professeur émérite de pédopsychiatrie. Vous êtes co-auteur en particulier de L'attachement, approche clinique et thérapeutique avec Nicole Guédené et Susanna Terreno et beaucoup d'autres auteurs. C'est publié chez Elsevier Masson. On va ensemble ce soir expliquer une idée essentielle pour comprendre les bébés. Une idée si évidente et pourtant tellement moderne. En effet, c'est seulement au milieu du XXe siècle que John Bowlby et Mary Ainsworth mettent en évidence le besoin d'attachement de l'être humain dès le tout commencement de sa vie. Et cette découverte s'est faite dans un contexte historique précis. On écoute. La ville de Londres renferme une quantité inimaginable d'aménagements importants au point de vue militaire. Des cales gigantesques borde tout le long de la rive de la Tamise jusqu'à son embouchure. Un avion allemand du type Duke 88 s'apprête à décoller. La grande attaque sur Londres commence. Attaque allemande aérienne sur Londres, et c'était dans les actualités mondiales du 2 octobre 1940. Alors, que s'est-il passé, Antoine Guédené, dans cette période pour John Bowlby et les enfants britanniques ? D'abord, merci de cette invitation et merci de mettre au début de votre série l'attachement. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est important dès le début de la vie de l'enfant. C'est la chose prioritaire. S'attacher. S'attacher aux personnes dont on est dépendant pour sa survie, pour son équilibre psychologique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre ? C'était le Blitz de Londres. Et le Blitz de Londres et des autres villes anglaises a conduit les autorités à séparer massivement les jeunes enfants, mais aussi les enfants, les adolescents, de leur famille pour les envoyer à la campagne. Et ça a fait des effets qui, encore aujourd'hui, sont discutés en Angleterre et qui ont eu des effets très, très durables. Et il y a deux psychiatres d'enfants, Donald Winnicott, pédiatre et psychanalyste, et John Bowlby, psychiatre et psychanalyste, tous les deux membres de la Société anglaise de psychanalyse, ont été en charge de voir les effets de ces séparations sur les enfants et de les suivre dans leur famille d'accueil et dans les institutions. Et donc, c'est cette sensibilité aux effets de la séparation qui a conduit John Bowlby à montrer ce besoin d'attachement. Et pour ça, il a suivi un raisonnement analogique. Il a dit, au fond, tous les mammifères, et il était très compétent en éthologie, tous les mammifères ont un comportement d'attachement. Vous pouvez l'observer. Chez les petits singes rhésus, ils s'accrochent à la fourrure de maman. Chez les oies, comme chez les oies de Konrad Lorenz. Et tous les mammifères. Et les oies qui ne sont pas mammifères. Oui, c'est ça, je suis pas sûr. Oui, voilà, mais je pensais à Lorenz, et évidemment, bien sûr, ne nous écrivez pas, on le sait que les oies sur Lorenz, c'était l'empreinte. C'était la première personne qui voit, elle s'y attache. Bref, attachement, il y a pour tout le monde, et tous les mammifères ont un comportement d'attachement. Mais à ce jour, personne n'avait fait le raisonnement de dire, nous sommes des mammifères. Et donc, nous devons avoir un développement du comportement d'attachement qui est observable chez le bébé humain, comme tous les mammifères. Et c'est ce que Bowlby a observé. Il l'a observé en voyant qu'il y avait des signes qui étaient communs, des signaux pour faire que le caregiver, la personne qui s'occupe, s'approche, et puis des signaux qui font que on maintient la relation.
Bref, ces signaux, il a observé que certains étaient les mêmes chez les singes que chez les bébés, et d'autres étaient différents. Les singes ne sourient pas, le bébé sourit, et le sourire a une extraordinaire puissance d'attraction. Et voilà. Et donc, il a proposé ça, et dans sa société, ça a été très très mal reçu. On lui a dit, enfin, monsieur Bowlby, mais nous ne sommes pas des singes. Hein. Donc, il était un peu isolé. Et puis, Mary Selter Ainsworth, qu'il avait engagé dans son laboratoire de recherche, parce qu'à l'époque, il dirigeait la Tavistock Clinic, mais la Tavistock Clinic, les Kleiniens trustaient les psychothérapies. Alors ça, c'est des histoires aussi de querelles. Dont on ne va peut-être pas totalement donner le détail ensemble, mais voilà, il y a des concurrences et aussi des querelles théoriques entre les psychiatres et les psychanalystes. Mais c'était très important à l'époque, parce qu'il y avait des gens qui disaient, au fond, ce qui est important, c'est la réalité de la relation. Et puis d'autres qui disaient, ce qui est important, c'est le monde interne du bébé. Et donc ça s'opposait entre Kleiniens et winnicottiens ou anafreudiens. Et les débats étaient complètement fous. Hein. Par exemple, à un moment, il y a eu un débat à Londres, et puis il y a Winnicott qui, à un moment, arrête le débat entre Kleiniens et d'autres, et disent, mais je vous rappelle qu'il y a un bombardement qui se passe, il y a une guerre en cause. C'est-à-dire qu'il a fait un rappel à la réalité, quoi. Parce que les gens n'arrivaient pas à se décider qui avait raison entre ceux qui disaient que ce qui compte, c'est la réalité interne du bébé, et d'autres, ce qui compte, c'est la réalité externe. Et pour Bowlby, c'était clairement la réalité externe. C'est-à-dire que, au fond, si un bébé ne va pas bien, c'est pas parce qu'il a un conflit interne, c'est parce qu'on ne s'occupe pas bien de lui de façon extérieure. Parce qu'il a besoin de cet attachement qui est un lien vital, parce que les enfants à qui on ne parle pas, les enfants dont on ne s'occupe pas, dépérissent tout à fait. Il y a un événement historique un peu plus récent, en 1990 en Roumanie, qui nous l'a rappelé. Au début des années 90, le monde entier découvrait avec effroi les orphelinats roumains. Ces enfants que l'on croyait attardés ou autistes souffraient en fait d'une pathologie bien connue des pédopsychiatres, l'hospitalisme. Problèmes de croissance, retards intellectuels parfois irréversibles, les conséquences dramatiques de l'hospitalisme vont provoquer un changement radical dans la pratique de la pédiatrie. Elle prendra désormais en compte la psychologie du bébé et son besoin vital d'affection. Alors, on décrit là l'hospitalisme des enfants en détresse affective. C'est un reportage qui a été rediffusé dans le magazine de la santé sur France 5 en 2009. Je crois que vous intervenez d'ailleurs dans ce reportage, mais je ne sais pas si vous vous en souvenez, Antoine Guédonné. Si on doit parler des grandes idées qui changent l'éducation, c'est aussi de voir, quand il n'y a pas d'attachement, ce qui se produit, qui nous montre de manière éclatante, si j'ose dire, que ce besoin d'attachement, c'est ce qui nous permet de vivre. Absolument. Cet attachement. C'est ce qui nous permet de vivre, c'est aussi ce qui permet à l'enfant d'apprendre le monde et d'apprendre comment le monde fonctionne. Mais parce qu'au fond, à quoi ça sert l'attachement ? L'attachement, c'est ce qui permet de surmonter le stress. Quand on a peur, quand on a mal, quand on a faim, froid ou la douleur. L'attachement, c'est uniquement dans ce contexte de stress que le système d'attachement s'allume. Mais peut-être qu'on devrait dire ce que c'est, le système d'attachement déjà. C'est d'être attaché à sa mère, à son parent, à son caregiver, donc la personne qui s'occupe de vous. Oui, à son et de l'avoir à sa mère. Repéré, et d'en avoir éventuellement repéré plusieurs d'ailleurs. En fait, le système d'attachement, c'est une stratégie. C'est au fond la stratégie que met en œuvre le bébé quand il a appris à quoi il doit s'attendre face à un parent. Et ce à quoi il s'attend de la part d'un parent n'est pas la même chose que ce à quoi il peut s'attendre de la part de l'autre parent. Donc, les choses sont bien faites. Il vaut mieux avoir deux sources de sécurité indépendantes plutôt que deux dépendantes l'une de l'autre. Et donc, ce à quoi sert surtout l'attachement, c'est au fond de supporter le stress, de réguler les émotions négatives. Mais ça peut être aussi l'attachement à un grand-parent. Bien sûr, voilà. À un frère et sœur, ou à une nounou, ou à une maîtresse d'école. Donc on peut avoir plusieurs figures d'attachement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet attachement, pour nous, parents, ce n'est pas notre attachement d'adulte
à notre bébé, c'est l'attachement du bébé. Mais quelle est la différence, Antoine Guédonné ? Elle est énorme. Elle est énorme. La différence, c'est la stratégie. C'est au fond, l'attachement, c'est la façon dont je me débrouille pour obtenir l'attention dont j'ai besoin quand je suis en stress de la part d'une figure d'attachement. Et on prend la première figure d'attachement disponible. Évidemment, les parents sont attachés au bébé, ou à l'enfant, ou à l'adolescent. Mais l'attachement du parent, c'est l'attachement du parent face à ses propres parents quand il était enfant. C'est ça, hein, c'est ça dont on parle en termes d'attachement. On va revenir sur cette question de ce qui peut se passer au fil des générations, mais pour bien comprendre, l'enfant, le bébé qui a des stratégies, alors ce sont des stratégies de nourrisson, c'est sourire, babiller, pleurer aussi, pour appeler l'attention de ceux qui s'occupent de vous. Ces stratégies, elles changent suivant qu'on est face à une figure d'attachement plus ou moins fiable. Alors fiable, c'est le mot que j'utilise moi, c'est pas trop un mot qu'on trouve dans la littérature psychiatrique. On parle d'attachement sécure ou insécure plutôt. Sécure ou insécure, et parmi les insécures, évitant ou résistant. Et encore une fois, l'attachement est une stratégie, c'est-à-dire c'est au fond la façon dont le bébé se débrouille pour anticiper, et les bébés apprennent très très vite à anticiper sur la réponse d'un parent. Au fond, si le parent répond de façon tranquille mais efficace, rapide et efficace, au moment où le bébé est en stress et en a besoin, alors le bébé éteint et calme son système d'attachement et reprend son travail de bébé qui est d'explorer le monde, avant tout le monde social et le monde des interactions. Si au fond, le bébé se rend compte, et il s'en rend compte très très vite, que quand il crie, quand il est en stress, ça stresse le parent, et qu'à ce moment-là, le parent s'éloigne, alors qu'est-ce qu'il fait ? Sa stratégie, c'est d'éteindre son signal de stress, c'est dire « moi-même pas mal ». Donc il ne crie pas. Il sourit et ça permet de garder la proximité du parent. Et puis, si l'attitude du parent est imprévisible, c'est-à-dire qu'un coup, la réponse est adéquate et chaleureuse, et de l'autre, elle est éventuellement rude et évitante ou rejetante, alors la seule stratégie logique, c'est de monter le son, c'est de faire le koala et c'est de crier au loup. Et ça marche très très bien. Le cri du bébé humain, c'est un truc auquel aucun adulte ne peut résister. Le problème, c'est que les adultes qui ne sont pas très très bien dans leur tête, ils peuvent réagir de façon violente à ce stress. Donc c'est ça la stratégie. La stratégie, c'est de s'adapter aux parents pour en obtenir la plus grande proximité possible quand on en a besoin. On comprend les bébés, mais est-ce qu'on peut aussi comprendre les parents ? Antoine Guédonné, est-ce que la théorie de l'attachement est culpabilisante pour les parents ? Parce qu'on n'est pas toujours à la hauteur. Vous savez, Freud disait, et il n'a pas dit que des bêtises quand même, il disait qu'il y a des métiers impossibles, président de la République, et effectivement ça semble être le cas, psychanalyste et parent. Alors psychanalyste, c'est un métier impossible, j'ai essayé, très difficile. Parent, oui, on n'est jamais à la hauteur, c'est toujours difficile, mais bon, l'attachement, ça veut dire, les parents savent combien... c'est difficile d'avoir quelqu'un qui dépend de vous. Et au fond, on va s'en occuper d'autant mieux qu'on s'est bien occupé de nous quand on était bébé. Hein. Donc ça peut ne pas être si facile que ça pour les parents qui ont eu des enfances très difficiles. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont mal se débrouiller. Pas forcément. Au contraire. Pas non, forcément. La plupart du temps, ils vont très bien se débrouiller. C'est un travail réflexif, la parentalité. Oui, c'est aussi nos enfants nous aident à changer et puis l'autre parent nous aide à nous supporter eux-mêmes et à se débrouiller avec nos enfants. Antoine Guédonné, si des idées ont changé l'éducation, et c'est le cas de la théorie de l'attachement, on doit dire comment et en quoi l'attachement de Bowlby et Ainsworth a changé, par exemple, les pratiques des soignants et les pratiques de ceux qui s'occupent des jeunes bébés, forcément, des bébés et des jeunes enfants, dans les structures qui les accueillent.
Ah, merci de la question. Effectivement, cette théorie de l'attachement, qui n'est pas une théorie, qui est d'abord un fait clinique et un fait d'évidence scientifique. Et en même temps, le terme consacré, c'est théorie de l'attachement. Il y a aussi une théorie de l'attachement, en particulier quand on parle d'adolescence et de l'adulte, et c'est plus exactement la même chose, c'est plus des comportements. Là, on parle de pensée, de comportements mentaux. Donc, c'est différent. Et effectivement, il y a une théorie de l'attachement, mais il y a avant tout une évidence clinique que tout parent sait. C'est-à-dire qu'un bébé s'attache et a besoin de cet attachement. Et donc, ça a changé les choses. Et John Bowlby, avec son film John à la nurserie, et avec les 3 films qui étaient des recherches-actions, a changé les pratiques, en particulier en pédiatrie. Moi, il y a très longtemps, j'étais apprenti pédiatre et étudiant en médecine, et je me souviens encore de ces bébés qui étaient dans les berceaux, qui étaient comme des petites cages de zoo, et à qui on disait aux parents partez sans vous retourner, ça va aller mieux. On tolérait jamais la présence des parents pendant les soins, alors que c'est là où l'enfant a le plus besoin de proximité physique pour supporter la douleur et la peur. Et donc ça a beaucoup changé, et ça a changé en Angleterre d'abord sous l'effet des films de Bowlby. Et on a permis que les parents viennent, et on a limité les séparations que supportent très très mal les très jeunes enfants. Mais en France, ça a pris beaucoup de temps. Et l'ordonnance qui rend obligatoire de laisser les parents dans une hospitalisation de bébé, en France, elle est très très tardive. Et c'est d'ailleurs encore une question discutée, par exemple, pour ce sont souvent des filles qui souffrent de troubles du comportement alimentaire et d'anorexie. Et c'est aujourd'hui discuté de savoir s'il faut les isoler complètement de leur famille. Il ne faut pas les isoler. Ou non. C'est pour ça que je voulais parler de cette question. C'est catastrophique et calamiteux, et plus personne ne le fait dans le monde médical. Peut-être il y a des gens qui font ça en France, mais non, c'est fini, on ne fait plus ça. Ça a été beaucoup raconté par des anorexiques, ex-anorexiques. Et donc, cet attachement, il soigne, bien sûr, plutôt qu'il aggrave quelque mal que ce soit. Et aujourd'hui, dans les crèches, par exemple, on fait des semaines d'adaptation où on se sépare progressivement de son enfant en restant de longues heures à la crèche pour commencer l'année et parfois recommencer après les vacances. Est-ce que c'est une application des idées de Bowlby ? Oui, sans doute. Quand cette adaptation est progressive et assez longue, et quand l'entrée en crèche n'est pas trop précoce, et surtout pour des périodes pas trop longues. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, l'attachement, ça soigne. C'est ce qu'on apprend de plus en plus dans les réanimations pédiatriques françaises, où on s'aperçoit que le pot à pot, le contact extrêmement précoce entre les prématurés et leurs parents, père et mère, c'est quelque chose qui a un effet vital et qui diminue la détresse des bébés prématurés et qui favorise leur croissance et leur amélioration rapide. On peut passer aux enfants plus grands, peut-être, parce qu'il y a un élément dans la vie et le travail de Bowlby qui m'a extrêmement intéressée, c'est son étude sur des jeunes voleurs, 44 jeunes voleurs. Et il s'est servi en fait de leur parcours de vie, puis aussi les faits qu'ils avaient commis pour essayer de comprendre en fait ce qui causait ces comportements chez eux. Et là aussi, il est question d'attachement, Antoine Guédonnet. Oui, il n'a pas prononcé le mot dans cet article formidable qui, à mon sens, fonde la pédopsychiatrie moderne. Il s'est occupé de jeunes voleurs, que personne ne s'en occupait à l'époque. Et il en a vu une série de 44, et il les a tous vus en entretien individuel, il leur a fait passer des tests, et il a retracé leur histoire familiale. Il faut savoir que pour Bowlby, comme pour Mary Ainsworth, ce qui était vraiment important, c'était au fond dans quelle mesure comprendre comment les relations familiales favorisent pas la sécurité ou l'insécurité, mais la psychopathologie, le fait d'être bien dans ses baskets ou le fait d'avoir des troubles d'adaptation et de difficultés. Ça, c'est la clé de l'affaire. Et Bowlby, avant d'être psychiatre et psychanalyste, il a travaillé dans une sorte d'institution pour enfants difficiles.
Et au fond, il a été avant tout psychothérapeute, ce qui est assez peu connu, et un psychothérapeute doué. Et donc, c'est ça qui l'intéressait le plus, c'est l'effet de ces relations familiales dans le développement précoce et dans le développement ultérieur. Donc, il a regardé ces 44 jeunes voleurs et il a vu qu'il y avait de tout. Et puis, il s'est aperçu qu'il y avait un sous-groupe de ces enfants qui était très particulier. Ils étaient tous intelligents ou très intelligents. Ils n'avaient pas de psychopathologie, ils n'étaient pas débiles, ils n'étaient pas psychotiques, ils n'étaient pas particulièrement anxieux. Mais ils étaient très voleurs. Et au fond, ils avaient quelque chose dans le contact qui était particulier et ils les appelaient les petits voleurs sans affect. Parce qu'au fond, dans la relation, il ne se passait rien. Tout ce qui les intéressait, c'était les objets, l'argent, les choses à avoir. Puisqu'ils n'avaient plus confiance dans les relations les avaient trahis. Et il s'est aperçu que dans ce groupe, de façon très significative, dans un test de Qui2, qui est le premier et le dernier jamais paru dans le journal de Freud, de façon très significative, ces enfants avaient été séparés de façon précoce et longue, ou bien exposés à des violences intrafamiliales. Donc ça c'est cette chose-là. Maintenant, en France, il n'y a pas un juge pour enfants, pas un psy, pas une assistante sociale, qui au fond, face à un enfant qui ne va pas bien, ne se demande pas qu'est-ce qu'on lui a fait. Mais en 1943, il n'y avait que Bowlby pour dire ça. Et d'ailleurs, tous ses collègues se fichaient de lui en parlant de Bowlby et ses 44... Ali Bowlby et ses 44 voleurs. Mais au fond, c'est lui qui a fait cette première étude clinique d'une cohorte et qui a mis le doigt sur ces enfants qui avaient été esquintés par des expositions à des violences intrafamiliales ou à des séparations très prolongées. Des séparations qui changent la vie, qui changent la manière d'appréhender le monde dans l'enfance et sûrement pour tout le reste de l'existence. Mais est-ce que ça se répare, Antoine Guédoni? Si on parle d'un lien vital, si ce lien a été abîmé, est-ce que on peut, adulte, travailler sur son attachement? Oui, on peut toujours réparer. Moi, j'aurais pas fait le métier que j'ai fait pendant si longtemps avec tant de plaisir si je pensais pas qu'il y avait toujours quelque chose à faire. Et effectivement, quand les choses n'ont pas été trop longues et trop catastrophiques, les choses peuvent se réparer considérablement. Les études qui ont été faites sur les orphelinats, les enfants dans les orphelinats roumains, qui ont été adoptés au Canada et en Angleterre, et dans des familles d'accueil roumaines, montrent qu'effectivement, la résilience est extraordinaire. Quand il y a eu un petit peu d'espoir quelque part, quand il y a eu ce que Boris Cyrulnik appelle merveilleusement les tuteurs de résilience. C'est-à-dire quelqu'un, quelque part, ça peut être une famille d'accueil, ça peut être un enseignant, ça peut être une rencontre amicale ou thérapeutique, quelqu'un qui vous donne le sentiment que tout n'est pas chaotique et que vous avez une certaine valeur dans le regard de quelqu'un. Une question qu'on pose souvent dans Être et Savoir, où on parle d'éducation, c'est pourquoi les enfants n'arrivent-ils pas prêts pour, je sais pas, le collège, le CP, même la maternelle. On se demande si on n'aurait pas pu travailler les choses avant. Et la question de l'éducation parentale mérite peut-être d'être posée. Je ne sais pas si vous la posez. Je sais que vous avez fait un petit tour à la commission des 1000 jours qui parlait de politique de petite enfance et qui a eu lieu il y a 2 ans et l'année dernière encore, je crois, Antoine Guédoni. Finalement, est-ce qu'il faut former les parents? Est-ce qu'il faut leur apprendre ce que c'est que l'attachement et qu'il faut en prendre soin, à vos yeux? Je ne suis pas sûr qu'il faille leur apprendre, mais on peut leur montrer l'extraordinaire sensibilité du bébé humain au fait que un autre humain s'intéresse à lui et respecte sa grande sensibilité à la relation. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, là, je suis en train de vous parler, et là, je vous ai fait un truc qui était, évidemment, à la radio, ça ne se voit pas, mais je vous ai fait un visage immobile pendant 1 seconde et demie. Et au bout de cette seconde et demie, à un moment, vous vous êtes dit, hop, tiens, mais qu'est-ce qui se passe là? Quelque chose s'est allumé en vous, immédiatement. Et comme ça se fait chez tout le monde, constamment. Parce que nous sommes perpétuellement branchés, qu'on dorme ou qu'on dorme pas, 24 heures sur 24, sur la relation avec l'autre. Et le bébé aussi, dès le début de sa vie. Dès le début de sa vie.
Et donc le bébé, il est extraordinairement sensible à la relation à l'autre, parce que c'est au fond de ça dont il vit, c'est grâce à ça qu'il découvre le monde. Et il a une appétence pour découvrir le monde absolument extraordinaire. Mais si on viole cette curiosité, si on distord les choses, ça va faire des dégâts. Par exemple, c'est ce que nous voyons. Si au fond, pendant que si votre bébé vous fait l'honneur et le privilège de jouer avec vous, de rire avec vous, hein, et les bébés sont merveilleux parce que quel qu'on soit, ils rentrent en communication, ils veulent le faire. Et si à ce moment-là, vous préférez, votre portable sonne et que vous décrochez, vous interrompez la relation. Bon, si vous le faites une fois, c'est pas trop grave, mais si vous le recommencez le plus souvent, ne vous étonnez pas si, devenu adolescent, votre bébé préférera être sur les réseaux sociaux que de parler avec vous, puisque vous lui aurez montré que vous préférez la relation à distance à la relation proximale, que vous êtes prêt à le laisser tomber brutalement pour répondre à je ne sais qui. Est-ce que aujourd'hui, ces histoires d'attachement un peu abîmées par ces relations à distance, sur écran, qu'on a tous, enfin en tout cas la plupart d'entre nous, en tout cas les yeux rivés sur des tout petits objets qui sont dans nos poches et souvent dans nos mains, abîment des relations. Est-ce que ça arrive jusqu'au cabinet des psychologues et des psychiatres? Oui, sans doute, mais je pense que les jeunes parents se rendent compte maintenant. On est une génération de jeunes parents qui étaient extraordinairement addicts au portable. Les gens de ma génération ne l'ont pas été du tout de la même façon. Et aussi, ces jeunes parents, je vois qu'ils sont conscients de cette addiction. Et le moment où ils ont un bébé, c'est aussi celui où on peut les aider à prendre distance avec ça et à mesurer les choses. Ils peuvent. La meilleure chose à faire, c'est d'aller sur YouTube et de regarder. Il y a une maman qui décroche, qui est avec son bébé. Ça se passe super bien. Le bébé a 2-3 mois. Et puis son téléphone sonne, elle décroche. Et on pourrait montrer ça. Le bébé, oh, c'est pas très sympa. Et puis elle continue à parler, et là, il continue à faire la gueule. Et puis après, elle finit par raccrocher, et le bébé continue, heureusement, à lui faire la gueule. Donc ça, il suffirait de montrer ça, histoire sans parole. Ça suffit de voir ça. Ça suffit de montrer ça. Ou de montrer le fait du still face. Maman fait un visage immobile et puis on voit que le bébé se proteste et au bout d'un moment désorganise. Il suffirait de montrer ça pour que les gens se rendent compte de l'extraordinaire sensibilité du bébé humain à l'interaction et à la relation humaine. Ça continue quand on grandit, ça continue avec les adolescents. Que faire pour nous, parents, pour demander aux adolescents de nous regarder et de nous prêter de l'attention comme nous leur en avons prêté quand ils étaient plus petits, et que cette relation d'attachement, elle continue à vivre malgré ces outils qui perturbent, et puis malgré parfois l'envie d'être moins tournée vers nous. Antoine Guédonnet. Bon, elle continue cette relation d'attachement à l'adolescence, et c'est pas parce qu'ils ont l'air de s'en éloigner qu'ils en ont pas particulièrement besoin. Et les adolescents qui vont bien sont ceux qui ont une base de sécurité parentale sécure. C'est ceux-là qui se débrouillent. Mais il ne faut pas leur demander de prêter attention à nous tout le temps et d'être d'accord avec nous. Mais une certaine forme d'exigence est importante, et c'est quelque chose qui leur garantit la sécurité. Qu'on soit capable de leur dire non, de ne pas passer en disant je suis désolé, c'est moi qui commande ici. Et c'est moi qui décide. Tu peux ne pas être d'accord, mais c'est comme ça. Et être capable d'affronter ça, c'est ça qui leur donne aussi un sentiment de sécurité. Alors ils vont crier, tempêter, claquer la porte, mais finalement ils sont bien contents que ça résiste. Peut-être. Est-ce qu'on peut, pour terminer, évoquer juste la politique? Il faut du temps pour les parents, du temps pour prendre soin de leur bébé, être en forme, pour bien répondre à ses demandes, pour pouvoir stimuler son enfant. Ça compte, ce temps du congé parental, maternel, paternel? Maternel ou paternel, peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit payé et assez long. Un pays qui est quand même proche d'une autre, le Canada, a rendu ce congé paternel obligatoire. Et leur Premier ministre précédent, il a été obligé de le prendre, et il a dit à tout le monde combien il en avait été important, parce que c'est tellement important
nous les hommes, on joue vraiment un rôle important dans le développement de nos enfants. Les hommes et les femmes, aux avant-postes pour l'attachement de leur bébé. Et c'est le bébé qui fait le boulot, si on l'a compris, avec vous, Antoine Guédonnet. Je rappelle le titre du livre, L'attachement, approche théorique et évaluation, publié chez Elsevier Masson. C'était la 5e édition, celle que j'ai lue. Merci beaucoup.